Coucou et bienvenue sur Design My Career, c'est le podcast qui t'accompagne pour créer une carrière créative qui a du sens. Aujourd'hui, on parle toujours de comment mener une vie à plusieurs vitesses. Reste bien accroché parce qu'aujourd'hui, on va parler de 3 choses que j'aurais aimé savoir avant de lancer un projet en parallèle. Parce que ouais, il y a quand même des choses qui auraient été pas mal à savoir, que j'ai découvert un petit peu sur le tas, que je te partage pour que tu puisses éviter peut-être de faire certaines erreurs comme moi, ou tout simplement pour que tu puisses passer à la vitesse supérieure. Alors, sans plus tarder, je vais me représenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Enchantée, je suis Erika. Moi, je suis designer social et designer carrière. J'adore vraiment utiliser mon métier de designer à 360 pour aider à innover, favoriser l'entraide et surtout permettre de créer des projets qui sont ancrés sur le territoire. Alors, du coup, les 3 choses que j'aurais aimé savoir avant de lancer des projets en parallèle de mon job. Bah, tout d'abord, en fait, c'est qu'on va rentrer très vite dans le club des équilibristes, hein. Quand tu fais ça, il faut te dire que, ouais, il y a des moments dans l'année où ça va être plus chargé. Il y a des moments où tu vas réussir à dégager plus de temps. Et il y a des fois, tout simplement, il y a des choses que tu vas devoir annuler, reprogrammer ou bouger. Donc il faut être très à l'aise, selon moi, avec le fait que ça va pas être fluide et linéaire. Tout ce que tu prévois va pas se passer de la même façon. Je dis ça parce que déjà, gérer l'inconfort et les aléas dans son travail, c'est quelque chose, dans sa vie perso aussi, mais là, il va falloir le gérer dans tes projets personnels en plus. Donc tu rajoutes une couche d'aléas encore plus importante, avec une nécessité de jouer au chef d'orchestre ou à l'équilibriste pour que tout ça tienne de façon viable et ne déborde pas sur les différentes activités. Donc quand j'ai commencé, j'aurais aimé qu'on me dise 3 choses simples. La première, ça rejoint en fait le podcast précédent, et je t'invite à l'écouter, c'est aime à la folie ce que tu fais. Pas juste aimer, vraiment adore ce que tu fais. Parce qu'en fait, quand la flemme débarque, et généralement elle débarque pas toute seule, elle débarque avec la fatigue, potentiellement le stress, et ben en fait, seule ta passion te permet de tenir la route. Je sais qu'on parle beaucoup de motivation, d'autodiscipline et tout ça, bah, en fait, OK, tu beau être discipliné, si t'es pas passionné par ce que tu fais, bah, à un moment, tu vas avoir une impression de désalignement. Enfin, ça va pas te donner de l'énergie. Donc, pour moi, c'est un combo entre être motivé, donc te dire: «Waouh, ça va être génial!» Donc ça va t'aider à te lancer. L'autodiscipline va t'aider à maintenir ton activité, ou ce que tu veux lancer dans le temps, grâce à des habitudes, grâce à une bonne organisation. Donc c'est pour ça que tu écoutes ce podcast. Ensuite, tu vas avoir la passion. Si ton activité te plaît pas, tu vas avoir tendance à ne pas en parler. Donc ça, c'est problématique parce que tu minimises du coup ton potentiel ou ce que tu fais. Le fait de le communiquer, ça permet aussi de le développer plus vite. Je sais pas si une entreprise ou un projet personnel ou juste du bénévolat ou tout simplement des activités bien-être, le fait d'en parler aux autres, ça t'aide à les développer. Ça t'aide à aller beaucoup plus loin, à apprendre des autres. Donc voilà, l'idée c'est pas de virer ermite non plus, voilà. Donc c'est important aussi de communiquer, d'en parler. Donc ce point-là aussi sur la passion, ça va aussi t'aider à puiser dans tes ressources en fait. De permettre à ton cerveau d'être en mode veille, de te dire: «Oh, ça serait trop bien pour, mon activité. Oh, ça serait un truc de ouf pour tel ou tel projet». Ça t'aide à y penser spontanément et à ressentir des émotions positives pour t'aider aussi à associer le fait que tu fais cette activité avec quelque chose de positif. Dans le cerveau, quand on crée une habitude, il y a le signal. Il y a ce qui va te donner envie de le faire. Donc au démarrage, en fait, eh ben, le signal, c'est lié à la motivation. Tu vas te dire: «Là, je m'y mets aujourd'hui», c'est ça ton signal. Mais quand tu vas créer l'habitude, il va falloir te créer un signal, par exemple, le fait de te dire: tel matin, à telle heure, à 8 heures tous les jours, je travaille dessus, ça peut être ton signal. Donc ça va t'aider à travailler dessus. Mais après, il faut une récompense. Et ta récompense, en fait, elle est liée au fait que, bah, comme c'est une passion, tu te sens bien, t'es content, ça libère de l'endorphine. Ouais, clairement. Quand tu développes des projets perso, que tu kiffes ta vie, c'est comme si tu étais shooté un petit peu, tu vois. T'es toujours un peu en train de planer avec de bonnes vibes et tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aimer vraiment ce que tu fais, parce que tu as plus de chances d'activer ton circuit de la récompense au complet. Et pas seulement, ah bah ok,
j'ai le déclencheur, j'ai l'activité, mais il n'y a pas de récompense. C'est pour ça que les émotions, en fait, ou les habitudes plutôt négatives ont tendance, en fait, à être plus difficiles à enlever parce que, bah, elles ont tout le circuit, hein, par contre, hein. Elles ont le déclencheur, par exemple, quelqu'un t'a mal parlé, tu vois, déclencheur. L'habitude, c'est peut-être que du coup, tu vas te mettre à manger, voilà, ou vouloir t'acheter un cadeau pour te consoler. Et du coup, la récompense, c'est l'objet, en fait. Parce qu'il te procure du bonheur. Ce qui te permet, en fait, de transiter d'une émotion plutôt négative à une émotion de joie. Si ça vous intéresse, je pourrais un peu plus creuser ce sujet-là. Les neurosciences m'intéressent beaucoup, donc c'est quelque chose sur lesquels je vais pas mal creuser pour vraiment aussi développer la pratique de design en lien avec des neurosciences. Ensuite, le deuxième conseil, c'est cherche des ponts avec ta carrière. Dans n'importe quoi, dans tout ce que tu peux faire, ça peut s'associer au design. Ma phrase préférée, le design, c'est comme un chewing-gum, ça se colle à tout. Ce qui lui donne aussi du sens, c'est le domaine dans lequel tu travailles et avec quoi tu l'associes. Hybride tes compétences de designer. Donc par exemple, ton side project ou projet personnel, il peut t'aider à développer ton réseau, tester tes idées ou muscler tes compétences. En fait, ce projet personnel, il faut idéalement qu'il ait au moins 3 bénéfices. Je dis 3 parce que 1, je considère que c'est léger. 2, c'est pas trop mal, mais sur la durée, il peut y avoir un effet d'épuisement. 3, t'es sûr que tu continues. Par exemple, je te donne un exemple tout simplement avec Design et Collectivité, donc mon blog devenu un média. Donc, le média. Quand je l'ai créé, du coup, au départ, le bénéfice premier, c'est que ça permettait aussi d'améliorer mon orthographe, clairement. Étant dyslexique, au début, je pensais qu'il fallait faire des dictées et tout pour progresser dans mon orthographe. Un enfer, franchement. Sachant qu'avec la dyslexie, c'est vraiment pas la bonne façon de procéder. Ça m'aide pas forcément, vu que c'est pas lié à ma qualité d'écriture, c'est juste lié à ma perception. Donc, voilà, petite parenthèse. Donc la première chose, c'était ça. La deuxième, tout simplement, c'est que je me suis dit, je vais faire des podcasts, ça va me permettre d'interroger d'autres personnes, donc de développer mes compétences. Et la troisième, c'est, du coup, je vais essayer de développer une expertise dans un domaine. Donc au début, c'était un peu plus focus sur de la co-création. Donc du coup, je partageais des articles là-dessus. Donc en fait, grâce à ces 3 objectifs qui se sont maintenus dans le temps, ça m'a permis de pouvoir continuer et surtout, en fait, d'en avoir d'autres, de l'étoffer et de l'associer comme un pilier de ma carrière. Donc pareil, demande-toi, en quoi ce projet ou le fait de prendre du temps pour toi, pour ton bien-être, peut être un pilier pour ta carrière professionnelle, tout simplement. Redéfinis aussi ton équilibre à chaque étape. Ouais, un des mythes pour moi dans cette société, c'est le vie pro, vie perso. En fait, clairement, c'est pas un bloc de marbre. Je sais pas, je sais pas toi, mais moi, il y a des gens, dans ma vie pro, c'est des potes. Du coup, quand je les vois, je vais pas faire genre, non mais là c'est de la vie pro, ou là c'est de la vie perso. C'est un mélange des deux, parce qu'évidemment que parfois on va parler un peu de taf, évidemment que parfois on va être que sur du perso. Et en fait, j'ai un petit problème aussi avec la dualité, c'est que pour moi, c'est placer les choses de façon unique. La plupart du temps, c'est une sorte d'équilibre. Il y a du perso dans ton pro, et dans ta vie perso, il y a aussi du pro. Donc, il faut pas avoir une segmentation qui est trop fermée. Parce que du coup, ça ne te permet pas de penser une stratégie de carrière qui est vraiment globale. Et aussi, il faut se dire que c'est un cycle en fait. Et être OK avec ça. Il y a des moments, par exemple, quand tu débutes ta carrière, bien sûr qu'en fait, tu vas faire peut-être beaucoup de lettres de motivation, tu vas candidater, ou quand tu lances ton entreprise, tu vas être à fond dedans. Bien sûr, en fait, que peut-être que ta vie pro, entre guillemets, elle prend 70% de ton temps, et que ta vie perso, elle en prend 30%. Ok, c'est normal. Peut-être qu'au contraire, quand tu as envie d'avoir un bébé ou de te concentrer sur toi, là, ça va être l'inverse. C'est 70% ta vie perso et 30% ta vie pro. C'est ok, en fait. Et pareil, on n'a pas tous les mêmes priorités. On n'a pas tous les mêmes objectifs. La seule chose qui compte, c'est de choisir ce qui te donne de l'énergie, ce qui est prioritaire pour toi. Tu peux pas, en fait, vouloir la vie du voisin sans vouloir ses priorités et ses objectifs, en fait. C'est pas pareil. Imaginons, t'as 2 personnes. T'as A, Muriel, et B, Martin. Muriel, par exemple, elle a comme objectif, en fait, d'évoluer dans sa carrière et de devenir manager. On va prendre ça.
Et Martin, c'est le même objectif de départ. Sauf que Muriel, elle, son objectif, c'est de le faire pas au détriment de sa vie personnelle, par exemple. Elle veut y consacrer, pas avoir plus de charges de travail. Donc elle, son objectif, c'est, le soir, je quitte à 17h30, pas plus en fait. Et je réponds pas s'il y a des urgences en dehors du travail, parce que on ne sauve pas des vies. Voilà, franchement, je trouve ça tellement important. Il y a des fois, je vois vraiment des gens qui s'épuisent au travail, alors qu'en fait, ils sont en train de se tuer eux-mêmes. Enfin, je trouve que dans notre métier, quand même, on est créatif, mais on l'a bien vu pendant la pandémie, on faisait pas partie des métiers essentiels, hein. Je sais pas, mais il faut aussi parfois être humble sur son rapport au travail et ne pas rentrer dans des schémas toxiques de société. Bon, ça c'est un peu un débat perso, mais je trouve qu'on nous pousse aussi à vouloir nous tuer à la tâche, alors que c'est pas comme ça qu'on va mieux travailler ou que ça va être plus pertinent. Donc bref, Muriel, revenons sur Muriel. Donc elle finit à 17h30, tous les week-ends, elle fait sa bachata, et elle s'éclate dans la vie en fait, et sa lecture. Ok. Martin, lui, il a envie d'y aller franco, donc il compte pas ses heures, parce qu'il va être manager, mais bouger très vite après. Donc il va être dans une logique où, ok, il est à fond, il travaille très tard le soir, parfois il finit même à 22h, et le week-end, il est un peu claqué, donc il se repose plus tôt, par exemple, ou il travaille encore sur quelques dossiers. Et en fait, c'est ok si Martin est heureux dans cette situation, c'est ok. Si Muriel est heureux de cette situation, c'est ok. C'est le même objectif, mais pas les mêmes priorités. Et ça, vraiment, c'est souvent pour moi quelque chose qui est pas très clair. Et les personnes vont essayer de comparer des choses qui sont pas comparables sans avoir la big pictures. Tous les éléments, en fait, et tous les critères. Pareil, j'en profite aussi. Euh, Quelle est ta définition du succès? Ça, c'est une vraie question parce que pour certains, la définition du succès, si on voit un peu sur LinkedIn, c'est faire 10 000 € par mois. Il y en a d'autres, leur définition du succès, c'est vivre dans un pays étranger. Il y en a, c'est vivre de leur passion. Il y en a, c'est tout simplement profiter avec leur famille. Et en fait, c'est ça. Dans ta définition du succès, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Et si tu ne sais pas quelle est ta définition du succès, du coup, tu as tendance généralement à mener ta carrière un peu à l'aveugle. Voilà, sans vraiment savoir de quel côté aller. Parce que tu vas pas forcément faire les actions qui vont te permettre de concrétiser ta vision du succès, ta vision de la réussite professionnelle. Et personnelle, généralement, c'est lié. Bref. Et toi, tu choisis plutôt entre équilibre ou t'as tendance à subir ton organisation et à être débordé par tes projets? Dans tous les cas, n'hésite pas à me partager en commentaire, faire des retours. Je te soutiens, je suis là. Et ensemble, on construit une carrière qui a du sens. Trop hâte de te lire et de te revoir pour le prochain épisode. Le prochain épisode, petit tips, on va parler du défi de la semaine. Redéfinir ton organisation. On va faire en sorte que ça claque et que tu puisses notamment en fait améliorer tout ça encore plus. À très vite et merci.